Bon, il y a comme une certaine tension, on dirait, ces derniers temps, autour du dossier sahraoui, au Conseil de sécurité, je veux dire. On sent un frémissement, oui. Quelque chose qui tranche un peu avec l'enlisement habituel, quoi. Et on entend même parler d'une fébrilité du côté de Rabat. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux, une manœuvre diplomatique classique, ou est-ce que les États-Unis sont vraiment en train de revoir leur position, de prendre un peu de distance avec ce soutien très, très marqué au Maroc qu'on avait vu sous Trump? Oui, le mot agitation est assez juste. Dans les couloirs de l'ONU, ça a beaucoup discuté. Des consultations intenses, souvent à huis clos d'ailleurs, avec tous les acteurs clés. L'Algérie, bien sûr, la Russie, la Chine, les Américains, évidemment, les Britanniques, la France, le P5 et les autres concernés. Ce qui est assez clair, en fait, c'est que Washington a senti ce besoin de trouver un nouvel équilibre. On n'est plus vraiment sur la position très monolithique de 2020. Non. Il y a une volonté manifeste de sortir de ce schéma hérité. Peut-être jugé trop unilatéral ou tout simplement pas tenable au sein du Conseil. Et c'est justement ça qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Tenter de voir un peu plus loin que les communiqués officiels, quoi. Comprendre ce qui s'est vraiment joué à New York, dans ces salles feutrées. Quels sont les nouveaux rapports de force? Quelles stratégies on peut deviner? Et surtout, qu'est-ce que tout ça nous dit des dynamiques géopolitiques actuelles? Parce que ça dépasse largement le Sahara occidental, on est bien d'accord? Pour bien saisir ce qui s'est passé, il faut d'abord souligner le travail de la diplomatie algérienne. Un travail de fond, très discret, mais visiblement efficace. Mené par le ministre Attaf, et puis relayé sur place par l'ambassadeur Benjamin. Leur objectif était clair. Il fallait amender le projet de résolution initial, celui des Américains. Et ce projet initial, soyons honnêtes, il était quand même très aligné sur la vision marocaine. L'autonomie comme seule solution, en gros. Vous parlez d'amende. Certains vont jusqu'à parler d'un coup diplomatique algérien. C'est peut-être un peu fort, non? Ou pas. Coup, le mot est peut-être fort, oui, mais le succès est là, c'est indéniable. L'élément vraiment central, la clé de voûte de cette manœuvre, si vous voulez, c'est la réintroduction, au cœur même de la résolution, du principe du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Ce principe, qui est quand même la base historique du dossier à l'ONU, il avait été, disons, méthodiquement mis de côté. Marginalisé, surtout ces dernières années, après la reconnaissance américaine. Donc Alger a patiemment reconstruit ça, argumenté, rappelé les fondamentaux du droit international à tout le monde. Oui, mais l'Algérie n'a pas pu faire ça toute seule. Il a bien fallu des appuis solides au Conseil. Est venu de la Russie et de la Chine. Là, leur position, elle était sans aucune ambiguïté. Pendant plusieurs sessions à huis clos et d'après ce qu'on sait, l'Algérie a présenté des analyses très pointues, des rapports sur la situation militaire, les violations présumées du cessez-le-feu, l'humanitaire. Eh bien, Moscou et Pékin ont dit clairement « Attention, si la résolution ne mentionne pas explicitement l'autodétermination ou si elle écarte les Sahraouis, on met notre veto. » Voilà. C'était une ligne rouge, très nette. Du coup, pour les Américains, le risque d'une fracture au Conseil, d'un échec de leur propre initiative devenait trop important. Ils ont dû revoir leur texte, accepter des compromis, et pas des petits compromis. D'accord, donc une victoire pour Alger, avec l'appui sino-russe. Mais si on est un peu cynique, 2 minutes, est-ce que ce n'est pas surtout une victoire de la sémantique? On change quelques mots, et voilà. On passe de la solution la plus sérieuse et réaliste pour le plan marocain, ce qui fermait un peu la porte quand même, à une option pouvant constituer la solution la plus réalisable. Bon, est-ce que ça concrètement, ça change vraiment la donne sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas le jeu classique des États-Unis qui essaye de ménager la chèvre et le chou, satisfaire un peu Alger sans trop fâcher Rabat, pour au final maintenir le statu quo mais serait qu'à nouveau verni? D'ailleurs, la réaction des médias marocains, un peu surpris, voire agacés, elle allait un peu dans ce sens, non? Ce scepticisme, il est compréhensible, oui. La diplomatie, c'est souvent ça, jouer sur les mots. Mais attention, ce serait une erreur, je pense, de sous-estimer la portée politique de ce changement, voire juridique. Ce n'est pas anodin du tout. En arrêtant de dire que le plan marocain est la seule voie sérieuse et réaliste, eh bien le Conseil de sécurité, sous la contrainte, certes, mais quand même, il rouvre la porte. Officiellement. Le référendum d'autodétermination qui était devenu quasi imprononçable ces derniers temps, eh bien il redevient une option légitime, au moins implicitement, via la référence à l'autodétermination.
d'autres solutions politiques redeviennent aussi envisageables. C'est un signal politique fort envoyé à Rabat. Le message, c'est la position américaine, ce n'est plus un chèque en blanc. Donc non, ce n'est pas juste un mot qui change, c'est une perspective politique qui s'entrouvre à nouveau. Une fissure dans le discours marocain du dossier clos. D'accord. Une fissure sémantique, mais une fissure quand même. Mais est-ce que ça s'est traduit par des choses plus tangibles dans le texte final? Des points qui vont au-delà de l'interprétation des mots, je veux dire. Oui. Et c'est là que le travail d'amendement a été le plus concret, justement. Plusieurs paragraphes importants ont été ajoutés, ou en tout cas renforcés par rapport au premier jet. D'abord, un accent beaucoup plus net sur le respect du cessez-le-feu de 91 et sur la nécessité d'éviter l'escalade. Toute action qui pourrait compromettre le processus politique de l'envoyé personnel, ça, c'est une réponse directe aux tensions sur le terrain depuis fin 2020. Ensuite, et c'est fondamental, il y a maintenant un paragraphe entier sur la situation humanitaire dans les camps de réfugiés à Tindouf, en Algérie. Le texte s'inquiète clairement du manque de financement de l'aide internationale. Il appelle les donateurs à faire plus. Et puis, point sensible politiquement, il redemande l'enregistrement de ces réfugiés par les agences de l'ONU. Ces ajouts, ils sont pas neutres, hein. Ils remettent l'humain, la souffrance des réfugiés, au centre. Et ils soulignent indirectement que le statu quo, il est intenable, humainement et politiquement. Ce qui nous ramène à la stratégie américaine. Au-delà des mots et des paragraphes ajoutés, quelle est la logique de Washington derrière tout ça? On voit bien le pragmatisme, éviter un blocage au Conseil, sauver sa résolution, mais est-ce qu'il y a une vision à plus long terme? Ah oui, il y a clairement une stratégie de recalibrage. C'est en cours. D'une part, le pragmatisme, comme vous dites, une résolution bloquée par un veto russe ou chinois, ça aurait été un très mauvais signal pour Biden, surtout maintenant. Mais au-delà de ça, il y a une tentative, je crois, plus profonde de concilier des choses parfois contradictoires dans leur politique régionale. D'un côté, il y a les liens très forts avec le Maroc, historiques, militaires, stratégiques, un allié, quoi. Et de l'autre, il faut maintenir un dialogue avec l'Algérie, acteur régional majeur, partenaire énergétique important pour l'Europe, donc indirectement pour les US, acteur clé au Sahel. Donc Washington cherche une voie médiane, en quelque sorte. Préserver la relation avec Rabat, oui, mais sans s'aliéner Alger, et sans renier complètement les principes de l'ONU, comme l'autodétermination. Principes auxquels une partie du Parti démocrate reste attachée d'ailleurs. C'est un exercice d'équilibriste très complexe. Et cet exercice, j'imagine, il met le Maroc dans une position assez inconfortable. C'est un peu le retour sur Terre après l'euphorie de 2020, non? Quand on réalise que les reconnaissances bilatérales, même celles des États-Unis, ça ne suffit pas. Si le consensus à l'ONU n'y est pas. La pression pour envisager de vraies concessions, au-delà de l'autonomie, elle doit monter à Rabat, non? Pour le Maroc, oui. Rabat a beaucoup misé et logiquement de son point de vue sur ces reconnaissances bilatérales. Il pensait que ça créait une dynamique irréversible. Mais la réalité du Conseil de sécurité, c'est autre chose. Sans une résolution qui acte clairement leur position ou qui écarte définitivement les autres options, la question reste ouverte, juridiquement. Et la légitimité de leur présence au Sahara occidental reste contestée. Donc oui, le Maroc redécouvre peut-être les limites du bilatéral face à la machine onusienne, surtout quand la Russie et la Chine s'en mêlent. La pression, interne et externe, pour trouver une solution négociée qui impliquerait peut-être des concessions, oui, elle augmente, c'est sûr. Justement, parlons de ces autres puissances, la Russie, la Chine, leur soutien à Alger et à l'autodétermination. Est-ce que c'est par pur principe, un attachement sincère au droit international, à la décolonisation, ou est-ce qu'il faut y voir surtout une occasion à saisir dans leur jeu contre l'Occident? Une façon de marquer des points dans le Sud global, de se poser en défenseur des petits, en utilisant le droit international comme une arme, en fait, contre ce qu'ils voient comme la réelle politique américaine ou française. La réponse, elle est sans doute entre les deux. C'est un mélange complexe de motivations, comme souvent. Il y a probablement une part de cohérence historique, oui. La Russie, héritière de l'URSS, et la Chine ont traditionnellement soutenu les mouvements de libération, l'autodétermination, notamment en Afrique. Maintenir cette ligne sur le Sahara, ça leur donne une certaine crédibilité auprès des pays africains, des non-alignés. Mais c'est évident que ça sert aussi leurs intérêts géopolitiques actuels. C'est clair. Pour Moscou et Pékin, chaque dossier où l'Occident
est qu'en difficulté ou divisé, c'est une opportunité. En se posant comme ça en gardien du droit international face à ce qu'il dénonce comme l'unilatéralisme américain post-Trump, il marque des points, symboliques mais importants. Il renforce leur image de puissance alternative, plus respectueuse de la souveraineté. C'est une manière de contester l'ordre mondial actuel et de rallier des soutiens dans ce Sud global qui est de plus en plus méfiant vis-à-vis de l'Occident. Et l'Algérie, dans ce jeu-là, devient objectivement un pion important pour eux. Ce qui confirme bien qu'on est en pleine reconfiguration des rapports de force. La diplomatie, surtout à l'ONU, ça devient vraiment un champ de bataille, où les mots sont des armes, les résolutions des trophées symboliques. Tout à fait. Chaque mot négocié, chaque virgule, c'est le reflet de cette lutte d'influence globale. Et ce qui est intéressant ici, c'est la stratégie algérienne. Alger a longtemps eu cette image de prudence, parfois même de passivité. Et aujourd'hui, cette approche, la patience, la discrétion, construire méthodiquement des arguments juridiques, des alliances, eh bien ça paye. L'Algérie réussit à se repositionner comme la gardienne du droit international, du principe sacré de l'autodétermination, face à une approche marocaine perçue comme plus pragmatique, axée sur le fait accompli. Et ce narratif algérien, il est très puissant sur la scène internationale. Ça résonne avec l'histoire de la décolonisation, ça trouve un écho, on voit presque une sorte de non-alignement actif qui renaît dans leur diplomatie. Pas de confrontation systématique, mais une défense ferme des principes, une recherche de cohérence. Et ce narratif algérien qui monte en puissance, ça rend le dilemme marocain encore plus aigu, j'imagine. Comment Rabat peut continuer à dire publiquement que la question est close, non négociable, face à un Conseil de sécurité qui réaffirme l'autodétermination et à un adversaire qui marque des points sur le terrain du droit? La bataille, elle est devenue clairement autant narrative que diplomatique. C'est ça, c'est exactement ça. Le discours triomphaliste marocain, très fort depuis 2020, il se heurte maintenant aux réalités du multilatéralisme. Avoir beaucoup de reconnaissance, c'est un atout, bien sûr, mais ça ne remplace pas la légitimation par l'ONU, par le Conseil de sécurité. Le Maroc doit composer avec une communauté internationale qui est plus attentive aux principes fondateurs, moins prête à accepter les faits accomplis sans un processus politique validé. Gérer ce décalage entre le discours interne et la réalité internationale, ça devient un exercice de communication très délicat pour Rabat. Vous avez parlé des clauses humanitaires ajoutées. Au-delà du symbole, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que ça peut avoir un impact concret? Oui, leur importance n'est pas à négliger. En insistant sur l'urgence humanitaire à Tindouf, le manque de financement, l'enregistrement Le Conseil fait plusieurs choses. D'abord, il rappelle crûment que derrière la diplomatie, il y a des vies humaines en jeu, dans des conditions précaires depuis presque 50 ans. Ensuite, ça met indirectement la pression sur tout le monde, y compris sur l'Algérie, pays hôte, pour la transparence, la gestion de l'aide. Et enfin, ça replace la question sahraoui dans un cadre de droit humanitaire, ce qui renforce les appels à une solution juste et durable. C'est aussi un point où c'est plus difficile pour les membres du Conseil de se diviser. Ça peut créer un petit espace de consensus. Un dernier point concret. La résolution prolonge le mandat de la MINURSO, la mission de l'ONU, jusqu'au 30 avril prochain. Comment il faut lire ça? C'est un signe d'optimisme prudent? On donne du temps au médiateur, Staffan de Mistura, ou c'est plutôt l'aveu que personne ne s'attend à une percée rapide et qu'on achète juste du temps, qu'on acte, encore une fois, l'enlisement? C'est probablement un peu des deux, c'est souvent ça. D'un côté, prolonger, même pour une courte durée, ça montre qu'on ne jette pas l'éponge. On maintient un cadre nu, on soutient les efforts de Mistura, même s'ils sont difficiles. On ne ferme pas la porte au dialogue. Ça, c'est le côté positif. D'un autre côté, oui, la durée limitée, ça montre aussi un certain réalisme. Personne au Conseil ne s'attend à un miracle dans les mois qui viennent. Les positions du Maroc et du Polisario, soutenues par Alger, restent très éloignées sur le fond. Mais bon, il ne faut jamais sous-estimer la diplomatie des petits pas, les canaux discrets, le nouveau climat créé par ce rééquilibrage, cette pression sur le Maroc, cette affirmation algérienne. Tout ça pourrait peut-être à moyen terme créer des ouvertures. Pas forcément sur la solution finale, mais sur des mesures
rupture de D'un confiance, côté, une un approche dialogue sur des points utilitariste précis. qui cherche L'enlisement, avant ce tout la n'est jamais une stabilité et la fatalité continuité des absolue intérêts en économiques et diplomatie. sécuritaires. Il faut rester prudent. De l'autre, C'est une approche principielle, fascinant de voir comment fondée tout ça sur la s'articule. légitimité historique, Si on devait la donc justice résumer et les le points droit des clés peuples, de cette l'Algérie s'efforce passe de d'armes se situer diplomatique dans ce second récente temps, à dans New son York. calcul, bien On retiendrait, je pense, sûr, mais plusieurs avec une choses. constance qui Premièrement, impressionne même ses un adversaires. recalibrage En américain. insistant sur C'est le indéniable. principe de l'autodétermination, Forcé par la diplomatie elle se algérienne et positionne la non menace seulement comme sino-russe. défenseur du peuple Deuxièmement, sahraoui, une victoire mais aussi diplomatique comme nette gardienne pour d'un Alger, ordre juridique qui réussit à international, remettre l'autodétermination menacé par la au logique des centre rapports du de jeu à l'ONU. force. L'inclusion Troisièmement, de nouvelles une pression clauses qui augmente sur le relatives à la Maroc. situation La pression humanitaire pour aller des au-delà de son réfugiés plan sahraouis d'autonomie ajoute pour une négocier une dimension solution humaine acceptable à ce par débat tous. souvent technocratique. Quatrièmement, En évoquant c'est une explicitement les illustration camps de parfaite des Tindouf, luttes d'influence les globale. difficultés de La financement Russie et la Chine nécessité de qui maintenir utilisent le droit cessez-le-feu, international la pour résolution contrer à l'Occident venir sur des reconnaît dossiers régionaux. implicitement que le Et statu enfin, quo le est projet de intenable. résolution Ces lui-même. ajouts doivent Parti d'un beaucoup à la texte très pression des orienté, délégations il est devenu un africaines et document de latino-américaines, compromis plus souvent équilibré, sensibles qui à la renvoie chaque rhétorique de la acteur à ses justice et de la responsabilités. solidarité Oui, une internationale. démonstration éclatante Pour de la Alger, complexité de la ces diplomatie. paragraphes sont Où un dossier essentiels. qu'on croyait gelé Il peut replace soudain la question révéler tant de sahraoui tensions, dans un de cadre de reconfiguration. compassion et de Mais ça nous laisse avec une légitimité question morale, fondamentale, tout en non? rappelant à la Peut-être la communauté plus importante. internationale qu'il ne s'agit Au-delà pas de d'un ces jeux de simple pouvoir, différend de ces batailles de territorial, mots au mais sommet, d'un drame quelles humain sont les prolongé. perspectives réelles d'une Dans ce paix contexte, juste et durable la prolongation pour ce du mandat conflit de qui la mine le Minurso Maghreb depuis jusqu'en si longtemps? avril 2026 Et dans ce revêt un grand double jeu sens. où les puissances D'une avancent part, leurs pions, elle témoigne quelle de place la volonté reste-t-il des pour la Nations voix, Unies de pour la redonner du volonté, temps au processus pour l'avenir politique, du peuple de sahraoui relancer la lui-même? médiation sous C'est sans l'égide de doute là que Staffan de réside le Mistura. véritable enjeu, D'autre part, bien au-delà elle des montre couloirs de que New la York. communauté internationale ne croit pas à une solution rapide. Le conflit, gelé depuis des décennies, risque encore de durer, à moins d'un changement profond dans les équilibres internes des acteurs concernés. Or, si les positions officielles semblent immuables, la diplomatie silencieuse progresse souvent là où l'on s'y attend le moins. La nouvelle dynamique initiée par Alger pourrait ouvrir, à moyen terme, la voie à un dialogue plus direct entre les représentants du Front Polisario et certains acteurs américains ou européens prêts à reconsidérer la rigidité de leur posture. Ce mouvement de balancier entre réalisme et principe, entre influence et légitimité, révèle quelque chose d'essentiel sur la nature du monde actuel. Nous vivons un moment où les certitudes s'effritent, où les alliances se recomposent, où l'Afrique, longtemps perçue comme un théâtre secondaire, devient un champ stratégique central. L'Algérie, par son positionnement, incarne une forme de renaissance du non-alignement. Elle n'est ni dans la confrontation ouverte avec l'Occident, ni dans la soumission à l'un ou l'autre bloc. Elle cherche à exister par la cohérence de ses positions et par la constance de son discours. Ce choix, dans un monde dominé par la volatilité, confère à sa diplomatie une légitimité croissante. Le Maroc, en revanche, se retrouve dans une situation délicate, entre le besoin de préserver ses alliances occidentales et la nécessité de maintenir une image de stabilité intérieure. Le récit triomphaliste des derniers mois, qui présentait la question du Sahara comme définitivement close, se heurte désormais à la réalité des institutions internationales. Rabat découvre que la reconnaissance bilatérale ne suffit pas à créer un consensus multilatéral. Il lui faut composer avec une communauté internationale de plus en plus sensible aux symboles, à la cohérence des principes et à la pression de l'opinion publique mondiale. En ce sens, la bataille du Sahara n'est plus seulement diplomatique, elle est narrative. Et sur ce terrain, l'Algérie marque des points car elle s'appuie sur un discours en apparence désintéressé, celui du droit contre la puissance. La portée de cette évolution dépasse la région maghrébine. Elle s'inscrit dans la reconfiguration globale des rapports Nord-Sud. Le Sud aujourd'hui revendique non seulement sa voix mais son droit à définir les règles du jeu. Dans ce contexte, chaque dossier, chaque conflit, devient une arène où s'expriment les tensions entre l'unilatéralisme hérité du passé et le multilatéralisme revendiqué du présent.